Bien sûr, tout cela fait euh, référence à un imaginaire aujourd'hui quelque part déjà vieux et mûr, une pensée d'origine allemande avec Heidegger, mais métabolisée et promue par la philosophie continentale d'empreinte francophone. Et qui nous dit tout simplement que euh, toute identité qu'on veut nous faire croire avoir au plus profond de nous, toute substantialité de l'être, de l'individu et du sujet, toute subjectivité qui nous est offerte par ce monde, n'est en réalité que le masque derrière lequel se cache la véritable essence de la condition humaine. Une essence qui est fondée sur la solitude, la finitude et l'exposition au monde. Euh, et donc, du coup, il y a un lien entre communauté et identité, dans le sens où la communauté est cette, disons, ce support théorique, idéologique, mais aussi affectif, économique, qui soutient des identités symboliques qui nous ont été attribuées ou que nous avons activement recherché à performer. Et au moment où nous nous désenchantons par rapport au monde, cette identité ou ces soutiens de l'identité viennent s'ébranler et ainsi notre identité reprécipite vers la condition fondamentale qui est justement de solitude, de finitude et d'exposition. Donc ça c'est un peu le scénario dont on parle désormais depuis 40 ans, 50 ans euh, ici, en France en particulier, mais pas que en France. Il y a cette pensée, c'est quand même une pensée qui a été très, euh, qui a proliféré en maintes branches de la philosophie, de la pensée politique, de la pensée postcoloniale par exemple. Tous les ouvrages autour du genre, de l'identité de genre, etc., sont tout à fait sensibles à, à ce fondement théorique de base et à cette dynamique de désenchantement par rapport aux institutions qui gèrent, qui distribuent et qui produisent des identités. Euh, Avant de se plonger là-dedans, justement, je voudrais vous proposer de parcourir brièvement le texte que je vous ai passé de Ivan Illich, parce que je pense que la pensée qu'il nous propose répond en partie aux apories et aux limites de la pensée postmoderne que je viens de décrire. Euh, Ça lui permet de trouver ou de donner du nom à des dynamiques qu'il laisse toujours suspendues à la fin de leurs ouvrages, Tikkun compris, et, euh, et qui laisse un peu avec la mer dans la bouche, c'est-à-dire un peu d'amer dans la bouche, non? Rétro-goût, un arrière-goût un peu de inachevé de la pensée. Euh, C'est-à-dire que cette pensée postmoderne de la déconstruction chez Derrida ou de la critique euh, euh, est, est quand même est très riche en pars distruens, pour parler un peu philosophique, c'est-à-dire elle arrive à miner ou à affaiblir les bases et les fondements mêmes de la construction d'un sens euh, de la part de l'interlocuteur. Donc la pars distruens, elle est très bonne à détruire ce qui sont les préconcepts et les préjugés sur lesquels se base notre monde et la normalité que nous vivons. En même temps, elle est très peu amène de nous fournir des outils pour comprendre euh, comment pourrait-on construire à partir de cette désolation et de cette destruction. Et je crois que Ivan Illich, qui est néanmoins
un auteur assez connu et assez cité dans ces milieux, mais pas énormément, hein. Et qui est d'ailleurs un des premiers véritables critiques de la modernité, parce que déjà dans les années 70, lui c'était un prêtre. C'est un prêtre qui adhérait plus ou moins à celle qu'on appelle la théologie de la libération, qui était très répandue en Amérique latine, qui a été quelque part défaite dans les années 50 au Concile de Vatican II, c'est-à-dire c'était une des grandes pensées antagonistes, et le Concile Vatican II, il a fait quelques réformes, voilà, quelque part popularisantes, mais il s'est bien gardé de permettre à l'Église de glisser vers la gauche, hein, vers une pensée liée aux horizons communistes ou socialistes, etc. Et donc du coup, lui qui a fait sa carrière en tant que prêtre, mais après aussi en tant que théologue, entre l'Allemagne d'un côté et l'Amérique latine de l'autre, il a vu, peut-être avant les autres, avant les penseurs qui vivaient dans le premier monde, il a vu les paradoxes, les apories, les grandes difficultés et les tragédies que la modernisation et le progrès étaient en train de, d'amener à ces populations, sous le prétexte de les civiliser, d'en améliorer l'état hygiénique, par exemple, de baisser la mortalité. Voilà. Il a vu ce que Foucault appelait le biopouvoir, agir de façon si violente et si vite, hein, et si rapide que les conséquences négatives devenaient à ses yeux très très visibles. Donc du coup, c'est un des premiers critiques de la modernité. Et, et néanmoins, il ne s'est jamais vraiment laissé complètement enchanter par cette pensée du désenchantement. Euh, C'est-à-dire qu'il a toujours eu une réponse ou maintenu une réponse positive à la possibilité de créer une communauté. Il a toujours vu aussi dans les ressources théologiques et spirituelles des pratiques chrétiennes en particulier de l'origine une, euh, une ressource ou un modèle sur comment, à partir de la désolation, atteindre oui, atteindre ou permettre, rendre possible l'émergence d'une véritable communauté.